this working? 1, 2, ça marche? Oui, d'accord. C'était de longues journées, productives. Nous allons conclure sur une dernière forte poussée. C'est formidable de voir tant de visages familiers de tout le continent qui s'assemblent. Plus d'1 millier qui ont fait ce voyage pour cette conversation des 48 dernières heures. Nous ne tenons certainement pas cela pour acquis. Nous avons parlé avec des banques, des fintechs, des banquiers, des entreprises exceptionnelles dans le domaine technologique, des choses vraiment intéressantes. Mais maintenant, nous en venons au point qui est généralement le plus intéressant de tous. Nous allons parler aux régulateurs, parler des règles sur les systèmes financiers desquels ils sont responsables. Je voudrais faire monter sur scène les personnalités suivantes. Andrea Ravello, président de la Banque centrale de Madagascar. On a également Monsieur Jean-Claude Cassis-Brou, le gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Et pour l'Afrique de l'Est, je suis très heureux d'accueillir le gouverneur de la Banque centrale d'Éthiopie, Monsieur Mamo Mireto. D'accord. Gouverneur Mireto, nous allons commencer par vous, car vous êtes nouveau sur scène. 2024 a été une année très intéressante pour l'Éthiopie. Nous avons parlé de la décision de la valeur, une décision qui, pour beaucoup d'entre nous, dans certains cas, on s'est demandé est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va vraiment arriver, puis c'est arrivé. On a eu ce grand élan de soutien du FMI. Faites-nous parcourir les points de décision qui vous ont fait en arriver là. Quelles sont les décisions que le ministère des Finances et la Banque centrale ont prises afin que vous puissiez dire d'accord, nous voulons aller dans ce sens et libéraliser. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici pour répondre à votre question. En Éthiopie, les initiatives de réforme que nous avons prises étaient historiques à bien des égards. Elles ne sont pas venues soudainement. Nous y avons travaillé longtemps et avons préparé pendant 2 à 3 ans avant de prendre la décision de libéraliser le taux d'échange. Je vais vous donner un peu de contexte. D'abord, le programme de réforme que nous avons développé en Éthiopie est historique, dans le sens où nous avons cherché à aborder en un point les contraintes fondamentales qui ont retenu la croissance et la productivité dans la Méditerranée. D'abord, la devise, ensuite la population et enfin l'accès au secteur privé. Ce sont les défis macroéconomiques auxquels nous avons fait face et que nous avons voulu relever par ces réformes. Pour ce qui est de la réforme elle-même, nous sommes passés à un cadre bien plus ouvert, à une économie privée bien plus ouverte. Le contenu spécifique des réformes, vous avez parlé de dévaluation. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes passés vers un taux d'échange fondé sur les marchés au lieu de la Banque centrale qui fixe les taux. Nous avons laissé les marchés déterminer les taux dans la région. Ensuite, nous avons modernisé notre politique monétaire
sommes passés à une politique monétaire qui permet un meilleur contrôle du taux d'inflation. Ensuite, nous avons pris un certain nombre de mesures afin de passer à une consolidation fiscale fondée sur les revenus, en augmentant le différentiel fiscal de 4% au cours des prochaines années. En parallèle, nous cherchons à restructurer notre dette extérieure. Et enfin, l'élément le plus important de la réforme a été l'établissement du secteur financier et la modernisation du secteur financier afin de l'ouvrir à la concurrence étrangère. La réforme est donc bien coordonnée. Elle correspond aux différents éléments et nous avons pu mettre en œuvre toutes ces réformes sans instabilité sociale et sans pic d'inflation. Précisément, grâce à ces réformes, nous voyons clairement à présent le flux au niveau de l'économie qui s'est bien amélioré. Les fonds envoyés par la diaspora ont augmenté de 60%. Nos exportations ont également connu une augmentation dramatique à bien des égards. L'or, par exemple, les exportations d'or au cours des dernières années ont augmenté de 400%. Et vos exportations de café se portent bien aussi. Oui, le café aussi. Donc, d'une manière générale, l'objectif de la réforme est d'augmenter le flux économique et de faciliter l'accès du secteur privé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord ? Nous sommes assis dans une salle en présence de beaucoup de banques, du Maroc et d'Afrique de l'Ouest notamment. Une question qui s'est posée, comment peut-on obtenir une licence ? Quand peut-on obtenir une licence ? Eh bien, je dirais la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, le brouillon de la législation ouvrira enfin le secteur financier éthiopien à la conférence étrangère. Cette loi sera ratifiée la semaine prochaine par notre Parlement. Nous y travaillons depuis 1 an et la semaine prochaine, ce sera ratifié. Ensuite, n'importe quelle banque, nous en avons parlé aujourd'hui pendant le repas, n'importe quelle banque qui souhaite explorer la plus grande économie en Afrique de l'Est, un pays de 120 000 habitants, nous serons ouverts aux affaires. C'est une libéralisation historique de l'économie éthiopienne qui s'ouvre aux investissements étrangers. Une question avant de passer aux autres panélistes. Un aspect intéressant de l'ouverture de l'économie à ce stade est que vous avez eu l'avantage d'apprendre de toutes les expériences passées en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est sur ce qui marche ou pas dans votre contexte spécifique. Comment pensez-vous renouveler ? Est-ce une approche de supervision conjointe ou bien les télécoms d'un côté et la stabilité financière de l'autre? Toutes les nombreuses sociétés mobiles sont réglementées par la Banque centrale. Dans le cadre de la réforme, comme vous le savez, en plus d'Ethiopie Télécom, nous avons M-Pesa qui fonctionne en Éthiopie. Et c'est la Banque centrale qui a donné des licences à M-Pesa. Toutes les réglementations sont gérées par la Banque centrale. Et évidemment, c'est quelque chose dont nous voulons parler. Nous sommes avides de voir une harmonisation des approches réglementaires. Dans le cas présent, par exemple, entre l'Éthiopie et le Kenya, car M-Pesa fonctionne à la fois en Éthiopie et au Kenya. D'accord, il y aura certainement des conversations intéressantes à avoir à l'avenir. Gouverneur Kassibrou, la région dans laquelle vous travaillez est passée par une année assez intéressante, avec une certaine instabilité politique, mais étant donné tout ce qui s'est passé en 2023 et 2024, quelles sont vos pensées émergentes à l'égard de si les banques doivent détenir davantage de capitaux dans la région afin de faire face à ces chocs et à ces actifs? Merci beaucoup. Je crois que la région a fait face à des défis, aux mêmes défis que d'autres régions, mais nous en sommes plutôt bien sortis.
car un de nos objectifs clés était la stabilisation de l'inflation. L'inflation est stabilisée. Au cours des deux dernières années, nous avons fait environ 3% et nous espérons en 2025 parvenir au même niveau. Les sorties également ont été très fortes. En moyenne, plus de 5% de taux de croissance. Et en 2025, nous nous attendons à 6%. Les mines, le pétrole et le gaz, l'agriculture, les infrastructures promeuvent la croissance, le taux de croissance. Nous sommes dans une position très solide afin de continuer. La clé pour nous aujourd'hui est de voir comment prendre en compte les défis auxquels les autres pays font face. Il y a des pays qui font face à des crises politiques, des crises sécuritaires. Il y a également la crise climatique. Tout cela impacte les affaires, le fonctionnement du gouvernement et un autre flou dans le secteur bancaire, auquel nous devons faire face. Mais cependant, sur la base de cette économie solide, ce à quoi nous travaillons, c'est le développement du potentiel de l'intégration financière avec tous les membres de la région. La CEDEAO, par exemple. C'est pourquoi l'harmonisation est, je crois, la clé, un élément fondamental, car cela permettra de résoudre un défi auquel nous sommes très fréquemment confrontés en tant que banque, que nous devons pouvoir aller au-delà des frontières nationales, au-delà des silos, et réduire la fragmentation en termes de juridiction au niveau du continent, même au niveau régional. La CEDEAO a 15 pays et des différentes juridictions bancaires. Imaginez à quel point c'est difficile pour les banques de faire des affaires à plus grande échelle. Autre chose, l'unification, l'harmonisation et la facilitation. C'est là que je passe à la prochaine question. Comment faire? C'est une discussion que nous avons eue avec le gouverneur Mireto juste avant qu'il monte sur scène. Si une banque au-dessus d'une certaine taille, d'un certain capital minimal, de la perspective du gouvernement, de la gouvernance, quel est le degré de praticité du niveau de reconnaissance mutuelle d'une banque licenciée en Éthiopie qui souhaite opérer à Madagascar ou en Côte d'Ivoire, par exemple, en tant que mesure d'intérim? C'est possible? Eh bien oui, c'est tout le problème de l'harmonisation de la région dont je parle. Pour ce faire, nous devons procéder d'une manière très coordonnée, en phase. Et la coordination peut se faire au niveau régional. Par exemple, l'Association des banques centrales africaines, où nous travaillons et nous réunissons régulièrement afin de répondre à ces défis. Au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, nous travaillons également à l'harmonisation de la réglementation des divers aspects des réglementations financières afin de faciliter le fonctionnement des banques d'une manière coordonnée qui permette la prise en compte des spécificités de chaque pays, car si nous le faisons d'une manière coordonnée, nous pourrons répondre à ces questions également très importantes. Nous devons également nous assurer de ne pas aller trop vite ou trop lentement, mais ensemble, nous pouvons améliorer le processus d'harmonisation qui est déjà en cours. Il y a beaucoup d'aspects visibles, mais il faut continuer. C'est la seule manière dont nous pouvons obtenir ce que nous cherchons en termes d'intégration afin de permettre l'émergence des banques panafricaines, car si elles travaillent ensemble au niveau continental, non seulement au niveau des silos, mais aussi au niveau continental, si avec la zone africaine de libre-échange, ensuite nous aurons des banques panafricaines et des champions africains dans le secteur privé, etc. C'est possible. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous devons y travailler d'une manière très organisée et très structurée. Quelque chose d'intéressant que votre banque a lancé en septembre,
votre banque a cherché un consultant pour travailler avec elle sur un projet. Et je lisais les prérequis et c'était intéressant. Le Madagascar en tant que pays, vous avez plus de comptes d'argent mobile plutôt que de comptes bancaires. Vous, en tant que perspective, quelle est la valeur d'avoir un CBDC dans cet environnement de marché? Qu'est-ce qui changerait et qu'est-ce que ça ajouterait? Nous avons... Allez-y. Oui, ça marche, c'est bon. Présence massive et une volumétrie important de mobile money. Mais quand même, la Banque centrale est en train de penser pour créer le CBDC. Le CBDC, c'est juste un moyen de paiement qui pourrait faire et maîtriser le flux de paiement à Madagascar. Actuellement, la situation, c'est que tout ce qui est transaction en monnaie, mobile money, ne passe pas par la Banque centrale. C'est un circuit fermé en dehors de la Banque centrale. Et quand on a évalué le volume de paiement en mobile money, c'est autant de volume que le volume géré au niveau de la RTGS et qui est le système de compensation à la Banque centrale. Et nous évaluons que c'est un risque systémique par rapport au volume des transactions manipulées par le système. Le CBDC, à ce moment-là, c'est un moyen de faire passer toutes ces transactions à la Banque centrale. Ce n'est pas se substituer avec le mobile money, mais juste changer la monnaie utilisée dans les mobile money pour que ce soit une monnaie banque centrale surveillée par la Banque centrale, mise en place par la Banque centrale. L'objectif final, c'est d'abord réduire le coût des transactions. Parce qu'en mobile money, les coûts de transaction sont si élevés qu'il est possible de les réduire en passant par la Banque centrale. Mais bien sûr, comme tout pays qui pense à mettre en place le CBDC, est-ce que ça va être facile? Parce que les plateformes utilisées par le CBDC pourraient être aussi chères que les mobile money. Et c'est la recherche. On a fait une discussion hier entre banques centrales pour que, en tant que banque centrale, nous devons créer la plateforme nécessaire entre pays. Parce que le CBDC permettrait aussi à terme de faire le paiement interfrontalier, qui est très intéressant, car deux pays limitrophes pourraient utiliser une monnaie qui n'est pas le sien, mais CBDC, pour faire des transactions intercontinentales. Et là, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'il y a une économie d'échelle que les banques centrales et les pays peuvent faire pour pouvoir faire des transactions sans passer par le dollar ni l'euro. C'est le deuxième intérêt de CBDC. Donc voilà à peu près notre objectif. Et troisième objectif, c'est réduire la circulation de cash qui est très chère en Afrique, très chère à Madagascar aussi. Si la population utilise de moins en moins de cash, il y a la transparence des transactions, il y a la sécurité des transactions et la diminution de l'utilisation de cash qui est très coûteux pour un pays qui n'imprime pas des billets de banque à Madagascar. Voilà à peu près ce projet de CBDC. Mais bien sûr, l'expliquer aux mobile money qui dominent le marché est un peu difficile. Merci. I want to go to one of our favorite topics with Governor Cassie. Je vais passer maintenant à un sujet qui m'est vraiment favori, c'est par rapport au Bitcoin ou à la crypto-monnaie. Donc on a parlé de cela l'année dernière, l'année avant-dernière. Je pense que quand on a eu cette première discussion par rapport à la crypto-monnaie, qui était à 50 000 et maintenant on parle d'un booming, d'une époustouflant. Donc je pense que d'un point de vue réglementaire et maintenant qu'on peut parler de ceci, on parle ce n'est pas une devise, ce n'est pas quelque chose qui va encourager les gens
à y investir, mais on essaie de voir un petit peu ce qu'on doit faire dans le marché. Qu'est-ce que les gens en Nigérie sont en train de faire donc pour que ce soit en fait dans des actifs de crypto-monnaie. Durant les 5 dernières années, on a parlé de cela, c'est-à-dire que cela ne doit pas être ici tout simplement. Il y a 2 ans, on a parlé de cela à Lomé. Vous m'avez posé la question et tel que vous l'avez dit, on considère la crypto-monnaie comme étant un actif et pas nécessairement comme une monnaie. Donc, nous maintenons cette idée, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que malgré le fait que ce soit un actif crypto et sachant qu'il est d'une importance majeure et des risques qui peuvent poser aux consommateurs et aux utilisateurs, il est nécessaire d'au moins mettre en place une bonne réglementation. De cette manière-là, pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser ou opérer avec, peuvent le faire en prenant en considération les lignes directives réglementaires. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer avec des institutions financières qui sont en charge de la réglementation du marché actuel. Je pense que nous planifions de travailler avec un cadre de travail réglementaire pour la crypto-monnaie. Il y a un document intéressant du Stability Board et ça a été publié en octobre et donc ça souligne que l'industrie ne fait pas vraiment un progrès, mais elle le fait de manière beaucoup plus rapide et moins onéreuse, c'est-à-dire qu'on parle de seulement 33% du traitement de paiement qui sont faits pendant une période d'1 année. Donc le coût en fait de faire des transactions avec la monnaie ou la devise réelle, on continue à dire aujourd'hui que l'Afrique est le continent le plus cher quand on parle des transactions transfrontalières ou intercontinentales. Donc, par exemple, qu'on soit à New York, en Arabie Saoudite ou à Dubaï, et si on doit envoyer un virement en Afrique et de manière instantanée, ceci va en fait mettre de la pression sur la banque centrale. Il est clair qu'il y a un besoin principal pour la crypto, pour la monnaie crypto et pour les systèmes bancaires. Et on a vraiment besoin de faire en sorte à ce que le système bancaire soit rénové de cette manière-là. Comment pourrons-nous le faire? Il y a quelques points importants par rapport à cela. Je pense que la crypto-monnaie ou le Bitcoin notamment peut être traité de 2 manières. Tout d'abord, dans l'industrie, notamment le Bitcoin, il y a plusieurs régions en Éthiopie qui observent et qui travaillent sur une approche réglementaire pour créer ceci sur une base légale. On parle notamment de dealers, de crypto-dealers. Nous sommes en train d'observer cela et donc l'approche que nous mettons en place, c'est de mettre de manière explicite une base légale avec bien sûr la banque centrale et donc de cette manière-là, on aura la possibilité de la réglementer. Ce que la banque centrale va faire par rapport à l'actif crypto, c'est quelque chose qui peut être fait par la suite. C'est le premier point que j'aimerais souligner. Le deuxième point, c'est que pour ce qu'on appelle le crypto mining, et c'est une question qui est intéressante, elle est en fait reliée à cela. On parle ici d'environ 3 ou 4 en termes de spéculation, mais si on parle du GRD, on parle le mining ou le secteur des mines et de l'extraction des mines continue à être très attractif. Donc, par exemple, la Chine est la destination première pour le crypto mining et ensuite on a aussi l'Éthiopie. Donc, on parle d'une énergie vraiment moins chère et très propre et clean. Donc, nous sommes en train d'exporter d'ailleurs au Kenya. Nous sommes un exportateur majeur, notamment au Soudan aussi, à Djibouti, en Tanzanie aussi. Et donc, il y a une production excessive d'énergie clean et nous sommes en mesure d'attirer des investissements dans l'extraction des mines. Et c'est l'investissement le plus important aujourd'hui que nous avons dans notre pays et dans notre société notamment. Donc,
Donc, nous observons ceci de manière très étroite et on discute à l'international quelles sont des approches les plus appropriées pour le faire. Est-ce que vous avez une question par rapport au Bitcoin, aux menaces, aux opportunités, ou peut-être d'autres détails qu'il faut bien continuer à monitorer? Donc, on n'a pas vraiment un cas de marché Bitcoin à Madagascar ou l'utilisation des Bitcoins par les populations, mais par la population à Madagascar, mais on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe maintenant en Afrique. Mais à Madagascar, nous n'avons pas de Bitcoin. Est-ce que vous pensez qu'il y a une menace, malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment d'activité maintenant à Madagascar? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, ceci va constituer une menace, ou que peut-être les commerces vont avoir un paiement et peut-être qu'on va mettre en place nos actifs plutôt qu'à Madagascar, et dans ce sens-là, peut-être qu'on peut travailler sur une politique monétaire et de faire une transmission qui est une transmission pas facile à faire. Donc, tel que je l'ai mentionné, il n'y a pas vraiment de Bitcoin à Madagascar, mais bien sûr, les jeunes sont intéressés d'investir dans ce qu'on appelle dans les bitcoins, mais ce n'est pas considéré comme étant un actif légal pour nous dans notre pays. Mais si on implémente le programme CBDC, je pense qu'il faut d'abord commencer par l'implémenter au niveau de la Banque centrale, notamment en tant que devise digitale, avant de l'utiliser. Donc, avant de donner la parole à l'audience pour toute question, un des éléments que vous avez mentionné tout à l'heure à l'MBA, le mois précédent, c'est que vous avez essayé de faire des annonces de manière graduelle, et donc on peut garder environ 50% de vos revenus et de votre rendement pour les exports, et donc la moitié de cela doit être ensuite vendu directement au système bancaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes en train de penser à ceci de telle manière à ce que ça puisse changer de manière graduelle, et quel est le temps de travail, et à quel moment serait-il beaucoup plus confortable pour nous et pour vous aussi d'aller dans cette direction? Je pense que la réforme a fait en sorte que nous avons pris des décisions dramatiques. On a essayé de parler du taux de change. La Banque centrale n'a pas vraiment de rôle dans la détermination du taux. Donc la question que vous nous avez posée, c'est que dans le passé, et avant même la réforme, les banques ont dû en fait être assujetties au rendement de la Banque centrale. Et donc la Banque centrale va utiliser ses ressources pour payer des imports stratégiques. Cette exigence n'est plus existante maintenant. Aujourd'hui, les banques peuvent garder pour les exportateurs aussi, peu importe l'effet ou l'impact de l'import. Donc la Banque centrale n'a pas vraiment d'intention de changer l'effet de cela dans le marché en Éthiopie, tel qu'est le cas pour plusieurs banques centrales, et pour la stabilité notamment. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est principal en comparaison avec d'autres objectifs, et donc pour assurer une certaine stabilité de prix dans le marché, dans d'autres domaines, la Banque centrale peut intervenir s'il y a une bonne volatilité dans l'économie ou une volatilité en excès. Donc la Banque centrale a la possibilité et l'intérêt aussi d'intervenir dans le marché. Dans le passé, il y a eu des problèmes d'accumulation de réserves pour la Banque centrale, mais maintenant, nous sommes complètement confortables par rapport aux réserves, et donc même dans ce sens-là, la considération primaire, c'est d'être en mesure de voir un effet de marché qui est vraiment profond et impactant, notamment dans le secteur privé. Et donc, c'était notre intérêt principal. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes par rapport à la transition du capital d'un pays à un autre? Est-ce que cela peut constituer un problème? Nous savons très bien que plusieurs entreprises souhaitent le savoir. Ici, ils sont présentes avec nous dans cette salle. Nous avons fait plusieurs changements dans une période très courte, mais maintenant, si on parle de ceci, pour la firme de textile, pour Addis Ababa,
est-ce que je peux en fait rapatrier mon profit de manière beaucoup plus facile ou est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles je peux faire face? Absolument. Il n'y a pas, ça peut être fait sans restriction. Et quand je dis cela, pour les personnes qui sont familiers avec l'Éthiopie et notamment l'histoire de l'Éthiopie, la contrainte numéro 1, qui est une contrainte rédhibitoire, c'est leur possibilité ou leur capacité de reconnaître la devise et aussi de le faire à l'extérieur du pays. Donc c'est maintenant, et si on parle des investisseurs étrangers en Éthiopie ou dans d'autres pays, la majorité d'entre eux vont vous parler des rendements qu'ils ont accumulés durant les dernières années et qu'ils ont pu rapatrier durant les derniers mois. Donc, bien sûr, si vous êtes un investisseur étranger qui opère en Éthiopie, vous avez le droit de ramener ou de le faire dans votre pays. Autrement, pourquoi est-ce qu'un investisseur peut venir et investir dans un pays? Je pense que c'est une précondition fondamentale pour n'importe quel investissement significatif dans notre pays. Et donc, juste pour ajouter un point très important d'un point de vue harmonisation réglementaire, je pense que nous avons une discussion sur ce sujet ce matin. Et pour moi, en tant que un des agendas majeurs, c'est le problème d'harmonisation réglementaire et la reconnaissance aussi des résultats réglementaires. Je pense qu'il y a deux problèmes par rapport à cela. D'un point de vue, la reconnaissance de la réglementation dans deux économies, il y a un élément majeur par rapport à cela. Et le deuxième point, c'est d'essayer d'harmoniser ceci de telle manière à ce qu'on puisse le faire avec les institutions financières et les régulariser. Mon intention, par exemple, c'est que si nous voyons beaucoup plus de banques qui vont venir directement en Éthiopie ou au Kenya, et donc il est important de coordonner ceci de manière très étroite. Et donc on va essayer d'être très critique parce qu'en faisant cela, on va réduire les coûts de conformité pour les entreprises, mais aussi pour la Banque centrale et la réglementation, je pense qu'ils sont dans une meilleure possibilité de rationaliser leurs ressources. Donc, c'est un agenda très important dans le secteur financier en Afrique. J'espère que nous aurons la possibilité d'échanger l'année prochaine avec un progrès, avec le progrès possible. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de cette question particulièrement donc à ce niveau-là. Et je pense que je vais être, il se peut que j'ai raison, avec plusieurs, bien sûr, devises en place, notamment en convergence de devises. Je pense que c'est très significatif. Mais en parlant de cela, est-ce qu'on peut parler du trading, de la possibilité de faire du trading entre nous-mêmes en enlevant ou en diminuant en fait le contrôle de telle manière à ce que ce soit beaucoup plus facile? On peut utiliser la Nigérie pour l'année 2022 et peut-être que c'est beaucoup plus facile parce que ça permettrait en fait de faire un meilleur échange. Donc, est-ce qu'on doit être des pionniers dans ce sens? Je pense que le problème le plus important, c'est la transaction transfrontalière. Parce qu'il y a différents régimes, différentes devises et plusieurs juridictions qui contrôlent de manière très étroite le niveau, le taux de change et qui ont ce qu'on appelle un contrôle de capital direct ou indirect. Donc c'est une réalité en quelque sorte et on doit faire en sorte de faire affaire à ceci et de contourner cette situation. C'est-à-dire, notamment quand on parle de l'échange étranger, est-ce qu'il faut payer parce que généralement il faut payer soit en dollars ou en euros ou en devise internationale. Donc par contre, le problème clé aujourd'hui qui a été souligné, c'est nous avons par exemple ceci avec le système de paiement que nous avons mis en place à cause des 8 juridictions que nous avons et qui ont permis de faciliter le paiement transfrontalier avec les devises. Il y a aussi le système de PAP qui était fait avec la Banque centrale et qui est allé vers le système banquier. Et donc, vous allez vous joindre à eux l'année prochaine. The PAP system, and I think that will be one step forward because it will
L'année prochaine, nous allons rejoindre le système PAP afin de faciliter les opérations transfrontalières. Le paiement sera effectué en devise locale pour l'échange. Je pense que cela sera un grand pas en avant. Si nous pouvons déjà le faire et aussi au niveau continental, car la PAP est un système établi non seulement au niveau régional mais également continental qui facilitera fortement les transactions avec, entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, car c'est quelque chose que les entrepreneurs veulent, quelque chose dont nous avons besoin et quelque chose qui réduira les pressions sur les étrangers. Gouverneur Ivo, je sais que l'année dernière, lorsque nous avons parlé de cette question, vous avez argumenté, je paraphrase ici, que probablement l'originalité, nous ne faisons pas beaucoup de commerce entre nous. Donc le commerce se fait dans une devise que tout le monde doit accepter. Croyez-vous que ça peut changer? Je crois que nous devons nous faire confiance mutuellement en Afrique et mettre en œuvre une nouvelle approche de paiement transfrontalier. J'ai parlé avec le gouverneur de l'île Maurice qui ont créé Nostro Vostro, un compte en roupies à Madagascar pour les paiements commerciaux et un compte en réal sur l'île Maurice. S'ils ont besoin d'acheter quelque chose à Madagascar, ils le transfèrent et se servent de leur nostro dans notre pays. Et à Madagascar, nous vérifions et retirons l'avion en roupies directement sur l'île Maurice, ce qui nous permet de réduire l'exposition à des devises étrangères entre deux pays. Si on peut faire cela avec d'autres continents, ça peut arriver aussi ici. Nous devons nous faire confiance. J'étais surpris lorsque j'ai été à l'UMOA et au SADC et dans les environs. Le CFA ne marche pas. Il marche au niveau régional, mais pas au niveau national. C'est une question de confiance, je crois. Si nous ne pouvons pas faire confiance à l'économie de nos voisins, en créant des paiements pour la création de paiements transcontinentaux est possible, mais il faut passer par les dollars. C'est pourquoi les initiatives que nous mettons en œuvre sont intéressantes. La SADC, dont Madagascar est membre, a une autre position vis-à-vis des PAPS. Nous attendons la mise en œuvre au niveau des pays. Nous parlons beaucoup avec PAPS. PAPS voudrait voir Madagascar rejoindre l'initiative conjointe, mais dans la région SADC, nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls. Il faut donc en parler à plus haute échelle au niveau de la SADC et des autres unions monétaires afin de voir ce que nous devons faire afin d'être plus puissants et de garder le pouvoir sur notre argent sans passer à chaque fois par les dollars. Et maintenant, avec les politiques de Trump, oubliez le dollar, oubliez les États-Unis. C'est un autre défi pour l'Afrique. Si nous ne prenons pas en compte les dollars dans nos transactions internationales, ce sera un défi pour nous à Madagascar. Avec les initiatives AGOA, nous exportons surtout des biens aux États-Unis. Étant donné cet environnement, nous devons nous asseoir et voir quelles sont les solutions pour ce système de paiement transcontinental. En effet, j'y reviendrai dans ma dernière question sur les risques en 2024. Trump, évidemment, sera en tête de liste. Mais maintenant, je voudrais donner la parole au public pour leurs questions. Est-ce qu'il y a des microphones? Si vous avez une question, veuillez lever la main, vous présenter. Ce sera très bref. Et nous reviendrons à notre banque centrale.
Vous voulez commencer? Oui. Je vais en prendre deux simultanément. J'ai une question pour le gouverneur Namo. Nous, en Éthiopie, quel est le degré de volatilité auquel vous commencez à intervenir sur le marché? Ensuite, et depuis que vous avez commencé à libérer le BIR, quelle est sa performance? Est-ce qu'il s'apprécie ou se déprécie par rapport au dollar? Et enfin, quelle est votre visibilité pour les 2 prochaines années en termes d'appréciation ou de dépréciation? Voulez-vous répondre? La question concerne les effets sur le marché éthiopien. Un principe clé comme n'importe quel marché, n'importe quel autre marché qui fonctionne bien. Un marché majeur sur notre région. La Banque centrale, par principe, n'intervient pas sur le marché. Elle laisse les forces du marché jouer leur rôle, fixer les taux, gagner les transactions des deux côtés. L'intervention des banques centrales est donc assez limitée, mais comme n'importe quel autre marché, la Banque centrale interviendra parfois pour les liquidités afin de fournir des liquidités à l'économie en fonction des conditions du marché et de la volatilité du marché. Dans le cas présent, depuis la réforme, depuis l'initiative prise en juillet 2019, la Banque centrale n'est pas intervenue. Les seules interventions étaient au début. L'intention n'était pas de protéger les marchés, mais d'aider. Et nous ne sommes pas intervenus. Le seul a été interrompu avec peu d'interruptions. Je ne voudrais pas mentionner des pays. Cela a été coordonné avec une politique monétaire efficace, des conditions monétaires avant les réformes dans les pays en Asie et en Afrique. Cette réforme a été difficile, notamment parce qu'elle n'était pas coordonnée avec d'autres réformes, comme d'autres agences gouvernementales devaient le faire, sans intervention des banques centrales. L'accumulation de réserves a augmenté d'une manière dramatique au-delà de nos attentes les plus folles. Et nous, en tant qu'Éthiopiens, nous faisons face au problème qu'on voulait augmenter nos réserves pour cause de surperformance en quelque sorte. Ensuite, la prochaine question, comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, le marché officiel et le marché parallèle ont convergé. Le premium s'est effondré. Avant la réforme, il était à environ 5%. Après, le premium entre le marché officiel et parallèle est de moins de 5%. C'est très important. Car ce n'est qu'avec de telles conditions de marché qu'on peut encourager les exportateurs et les sociétés à faire entrer leurs devises étrangères dans l'économie étrangère. Si les banques ont assez de devises étrangères, ils seront en position d'en donner aux entreprises qui en ont besoin. Si les entreprises les ont, elles seront en meilleure position pour augmenter leur productivité. Et c'est précisément ce qui s'est passé en Éthiopie. Et je suis très fier de la manière dont nous avons géré ce mandat en Éthiopie. Et si je ne m'abuse, le taux du BIR est à 127, 125, le taux de BIR par rapport au dollar, 127. Il y avait une autre question ici, je crois. Nick, vous aviez une question? D'accord, très bien. Parfait. Apportons le microphone à madame ici. Oui, bonjour. Je suis Joël du groupe Orange Monnaie. Ma question s'adresse au gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Nous avons récemment été frappés par une nouvelle taxe sur les transactions monétaires. Je voudrais savoir, selon vous,
est-ce que cela appuie l'inclusion financière à Madagascar? Question très difficile. La politique physique, la politique monétaire va devoir répondre. Vous savez, pour un gouvernement, le plus important est la mobilisation de revenus. Comme je l'ai dit précédemment, le volume de transactions mobiles est le même que nous gérons dans les banques, au niveau des banques centrales. Et donc, cette initiative de taxation des transactions, c'est la première tentative que nous avons effectuée afin de mobiliser ces revenus, évidemment en prenant en compte les activités financières. Cela empêche certaines transactions et cela réduit le nombre de transactions en monnaie mobile, mais on a eu passé des accords et on sait qu'est-ce qui a été décidé. Le gouvernement ne taxe pas chaque transaction unique. Il n'y a rien par rapport aux transactions mobiles. Ce sera pris en compte au niveau de toutes les transactions et ce sera interrompu par la société, pas par les citoyens. C'est un bon accord que les sociétés de monnaie mobile ont mis en place. Vous avez ce genre de programme avec le FMI. Vous devez d'abord mettre en place des réformes afin d'améliorer votre mobilisation de revenus. Pour cela, je crois que au final, il faudra encourager les impôts, mais encourager le paiement d'impôts sur les pauvres, ce n'est pas juste. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas juste. Je l'ai dit au gouvernement, vous devez changer ça. Vous voulez récolter de l'argent des sociétés d'argent mobile, faites-le. Non sur chaque transaction, mais dans l'ensemble. Mettez des impôts sur ce que vous voulez et faites-les payer à la société, pas aux personnes. C'est l'accord qui a été fixé. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons continuer à améliorer l'inclusion financière à Madagascar. Et je crois que l'accord qui a été fait entre les sociétés et le gouvernement est une bonne manière d'améliorer l'inclusion financière. Merci. D'accord, il nous reste du temps pour une dernière question avant de fermer le panel. Monsieur à ma droite. Bonjour, question pour Monsieur Brou. Nous avons beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle qui entre dans les processus des banques pour améliorer l'efficacité. Et donc au final, il y aura une révolution en termes de gestion. C'est quelque chose au niveau politique de la Banque centrale auquel les banques centrales réfléchissent, qui fait partie de nos cibles de discussion. Car nous avons la réponse sur la crypto-monnaie, sur les crypto-actifs qui sont déjà sur le marché depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que les autorités réglementaires sont en train de considérer? Comment est-ce qu'on peut gérer cela? Est-ce que vous voulez partir la même chose que le cyber-risque ou le changement climatique? Oui, merci. Je pense que l'intelligence artificielle, d'un point de vue réglementaire, est nouvelle, mais elle est prise en compte à un niveau international. Et dans les banques centrales, nous avons déjà beaucoup de discussions par rapport à ça. Et à un niveau régional, nous sommes en train de discuter de cela. Comment intégrer ces nouveaux développements
qui sont en train de prendre place dans différents domaines. Et donc, les banques sont en train d'y penser. Et nous, spécifiquement, à la DBCAO, nous avons un comité qui travaille dessus, qui réfléchit sur ça et qui voit comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle dans 3 domaines, que ce soit la définition politique monétaire, la stabilité financière et également concernant nos procédures internes. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà pris en considération. Et je pense que ça sera beaucoup plus rapide que d'autres problématiques, parce que c'est déjà notre réalité, c'est déjà une réalité. Nous avons eu un grand séminaire à Dakar, à la Banque internationale, où on a parlé de cette problématique spécifiquement. Et je pense qu'on va aller de l'avant par rapport à cela. Mais nous devons juste nous assurer qu'une fois qu'on a vraiment tous les aspects, lors de 2025, on aura un séminaire sur ce sujet-là, sur l'IA, pour échanger nos façons de voir les choses avec les banques centrales et d'autres parties prenantes, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place les réglementations et comment est-ce qu'on peut intégrer cette nouvelle dimension à ce que nous faisons. Et merci. Et sur ce, je pense qu'on peut finir cette session. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements pour notre panéliste et nos directeurs de banque centrale. Merci. Merci. On va prendre une photo de famille. Je voudrais aussi venir nous retrouver Monsieur Amir Benyamin, Monsieur Sergio Pimenta, Monsieur Alioune Maïga. Je vais inviter aussi les 2 speakers qui étaient là tout à l'heure, Monsieur Amin Bouabid, à venir me retrouver, ainsi que Monsieur Aïd Bojé Aïdimou Kwege et Monsieur Tariq Sinhaji, s'il est là avec nous, avec vos applaudissements pour agrémenter cette belle photo des organisateurs, des gouverneurs de Banque Centrale.